Cette semaine au Libre Podcast, la liberté d'expression gravement menacée au Brésil, l'ingénierie sociale avec Lucien Cerise, explosion de la bureaucratie scolaire avec François Fournier, assiste-t-on à un retour des troubles en Irlande du Nord, et l'utilisation de la peur en Occident avec Piero San Giorgio. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que vous pouvez consulter des articles sur les sujets abordés dans ce balado, tout cela sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, mon cher Jérôme, beaucoup de matériel à discuter cette semaine, mais commençons tout de suite, si tu le permets, avec un article que tu as écrit, une belle entrevue réalisée sur la liberté d'expression au Brésil et les différents événements là, qui se succèdent. Ton article « Un mur digital est tombé entre le Brésil et le reste du monde ». Alors, justement, dans cet article, tu as pu t'entretenir avec Anne Diaz, qui est la présidente du chapitre brésilien de l'organisme Ladies of Liberty Alliance. Alors, elle revient un peu sur l'interdiction de X là, au Brésil. C'est bien ça? Oui, parce que le Brésil est devenu l'un des principaux laboratoires finalement de cette expérience, de cette nouvelle expérience liberticide qui, espérons-le, ne sera pas répliquée ailleurs. Donc, je rappelle quand même les faits. Le 31 août dernier, le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a mis sa menace à exécution. Il a effectivement banni X sur tout le territoire brésilien pour punir, dans une certaine façon, Elon Musk pour son refus de se plier à des normes qui concernent ce qu'on appelle la désinformation. Évidemment, la désinformation qui est un concept, disons, très partial, parce que ça dépend évidemment de la définition qu'on donne à la désinformation. Hein. La désinformation, est-ce que c'est un peu comme le discours haineux? C'est-à-dire, est-ce que avoir un discours haineux, c'est critiquer je sais pas, un groupe fondamentaliste, est-ce que critiquer un groupe fondamentaliste islamiste, c'est du discours haineux? Est-ce que c'est de la désinformation? Donc, évidemment, bon, c'est pas la première fois que je soulève cette question-là, mais évidemment, tout dépend de la définition qu'on donne. Donc, c'est important pour nous, Libre Média, de poursuivre, là, de continuer à couvrir ce qui s'est passé au Brésil et ce qui continue à s'y passer parce que c'est pas terminé. Donc, justement, pour continuer à analyser la situation, je me suis entretenu effectivement avec Anne Diaz, qui se décrit, elle, comme une militante pour la liberté au Brésil. C'est la deuxième fois qu'on a quelqu'un de l'organisme Ladies of Liberty Alliance. C'est un organisme qui regroupe des femmes. Hein, c'est Ladies, je pense que c'est assez clair. C'est un groupe de femmes qui très engagées en Amérique latine, un peu partout, mais surtout en Amérique latine, pour défendre effectivement des idées plus libérales au sens philosophique du terme. Donc, c'est un réseau, disons, qui a une certaine compatibilité aussi avec nous sur le plan éditorial. Donc, je ne veux pas, évidemment, répéter ce que Anne Diaz m'a dit, les propos que j'ai conservés pour l'article. Mais elle fait état notamment d'un pays qui est très polarisé. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les manifestations de la fin de semaine dernière n'ont pas seulement réuni des gens du parti de l'ex-président Bolsonaro, mais des gens à tous les horizons. Donc ça, c'est important de le souligner. Là. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a une lutte entre le parti de Bolsonaro et celui de Lula, le parti des travailleurs, mais elle en appelle à une troisième voie. D'ailleurs, elle n'appartient pas au parti de Bolsonaro, ce qui est intéressant. Donc, il y a une droite aussi au Brésil qui n'est pas celle de Bolsonaro, qui n'est pas nécessairement celle des chrétiens évangéliques, qui sont très, très forts en Amérique latine et au Brésil en particulier. Il y a également une gauche qui n'est pas celle de Lula aussi. Aussi. Donc, l'article nous permet d'aller au-delà de cette espèce de manichéisme, en fait, là, d'opposition manichéenne qu'on a au Brésil et qui structure quand même l'ensemble du débat politique. Mais c'est important de faire ces nuances-là et il nous dit
qu'elle, finalement, elle ne veut pas plus d'une dictature de gauche que de droite. Là. Donc, tu sais, la liberté d'expression, c'est ça où son avertissement est intéressant. C'est que la liberté d'expression, évidemment, on peut aussi la retirer à la gauche. Aujourd'hui, dans le monde contemporain, c'est la gauche qui fait plus de censure que la droite. C'est vrai. Mais la tentation de la censure a déjà été présente à droite dans plusieurs dictatures. Là. C'est pas une invention, là, on s'entend, surtout en Amérique latine. Là. Donc, les dictatures, il y en a de gauche, il y en a eu de droite. Là. Donc, et donc, la question, c'est est-ce que cette mesure-là qui est prise par le pouvoir judiciaire, parce qu'au Brésil, c'est le gouvernement des juges qui domine, est-ce que cette mesure-là va finir par se retourner, en fait, contre la gauche qui est actuellement en train de l'appuyer? Ce n'est pas impossible, surtout que le président Lula a déjà fait les frais du pouvoir judiciaire. Il a été incarcéré, il a été en prison 1 an et demi. Il a été, en fait... la peine initiale, c'était une dizaine d'années pour corruption et blanchiment d'argent dans le fameux scandale des lavotos, là, comme on a appelé. Donc, toute une espèce d'histoire en cascade et à chaque fois, on découvrait quelque chose de plus. Et bon, ça a fait tomber de très, très nombreuses personnalités au Brésil. Mais c'est ça, c'est la liberté d'expression, c'est important de le dire, c'est pour la gauche et c'est pour la droite, c'est pour tout le monde. Et à partir du moment où c'est jouer avec le feu, finalement, même à gauche, on peut se brûler. Là. Donc, je vous invite à lire l'article, je ne vais pas voler tous les punchs, mais je suis assez fier de continuer à couvrir ça, ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve que c'est, encore une fois, c'est négligé dans nos grands médias au Québec qui souvent se limite à récupérer des articles, par exemple, de l'AFP. Nous, on a des fois recours à l'AFP pour les photos, mais se limiter à avoir recours aux agences de presse alors qu'on peut aller nous-mêmes contacter des gens, nous-mêmes faire ce travail journalistique-là. Je trouve que c'est important, puis c'est un grave manque, en fait, dans les médias au Québec actuellement. Un mur digital est tombé entre le Brésil et le reste du monde. Un article de Jérôme Blanchet-Gravel en entrevue avec Anne Diaz, présidente du chapitre brésilien de l'organisme Ladies of Liberty Alliance. Un article à lire au libre-media.com. Alors, dans cette autre partie du podcast de cette semaine, nous avons la joie d'avoir un premier invité, Lucien Cerise, qui est chercheur en ingénierie sociale et qui va participer à une conférence avec toi, Jérôme. C'est bien ça? Oui, qui a lieu dimanche. Le podcast, on l'enregistre toujours le vendredi. Et cette grande conférence a lieu dimanche à Boucherville, à l'hôtel Mortagne. Donc, je vais être l'un des conférenciers aux côtés de M. Cerise, de M. San Giorgio et également de Sylvain Lévesque, c'est bien ça. Donc, on va se pencher sur ce thème un peu flou pour le public de l'ingénierie sociale. Donc, M. Cerise, qui a écrit un livre qui porte sur le sujet Gouverné par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation. Bonjour, M. Cerise. Bonjour et merci pour cette invitation au Québec en général et sur votre média en particulier. Super. Donc, pouvez-vous d'abord, l'ingénierie sociale, comme je viens de le mentionner, c'est un thème qui est un peu flou pour le grand public. On a le sentiment, effectivement, d'être manipulé depuis la pandémie, en particulier par les médias, par un système qui lui-même est un peu difficile à définir, qui serait tentaculaire. Donc, d'abord, c'est quoi pour vous l'ingénierie sociale? Alors, je précise tout d'abord que ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur cette notion, en fait, qui est une méthodologie, fondamentalement. C'est pas une chose, c'est en fait une pratique qui consiste à déconstruire et reconstruire à volonté le lien social, pour créer des nouveaux groupes, des nouvelles organisations, mais aussi pour détruire certaines organisations, même quand ça marche pour elles. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, il y a des organisations qui sont fonctionnelles, mais en fait qui ne sont pas fonctionnelles pour tout le monde en quelque sorte, mais qui peuvent en quelque sorte poser des problèmes quand vous avez, par exemple, quand vous êtes dans un environnement très concurrentiel, eh bien vous avez intérêt à éliminer les adversaires, à éliminer les concurrents, et vous pouvez effectivement donc mettre en place des stratégies de décomposition des organisations concurrentes.
Donc, il y a une expression qui vient du management qui s'appelle le team building, donc la construction d'équipes, mais il existe aussi des méthodes de déconstruction des équipes. L'ingénierie sociale, globalement, c'est ça. Alors, évidemment, quand vous ne voulez pas être perçu comme étant le déconstructeur, vous appliquez des stratagèmes et des ruses. C'est pour ça que la définition que je donne aujourd'hui de l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Parce que vous pouvez appliquer ces méthodes à des individus ou à des groupes. En général, c'est plutôt effectivement des organisations. Donc il y a des méthodes de désorganisation des groupes ou des organisations. Mais évidemment, si vous êtes perçu comme un danger pour l'organisation machin ou truc, eh bien, votre intérêt, c'est d'avancer masqué, d'avancer sous le seuil de la tension, en appliquant des stratagèmes et des ruses, c'est-à-dire en restant furtif. Voilà, donc quand on fait simplement du team building normal, en fait, c'est comme l'entraîneur d'une équipe de football. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de se cacher, il n'y a pas besoin d'avancer masqué. En revanche, quand vous essayez de désorganiser une organisation concurrente adverse, et là, il vaut mieux effectivement agir comme un espion, en quelque sorte. Et donc là, il y a tout un tas de stratégies, et c'est pour ça qu'on peut parler de piratage. C'est pour ça que les milieux du piratage informatique se sont appropriés cette notion d'ingénierie sociale. Justement pour faire du piratage, c'est en fait pour subvertir quelqu'un ou un groupe, mais sans qu'il ne s'en rende compte. Donc la définition que donnait Kevin Mitnick, qui est le principal pirate informatique, le principal hacker qui s'est rendu célèbre avec le social engineering, sa définition c'était la suivante: l'ingénierie sociale, c'est l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Voilà. Voilà. Et La notion, on voit que c'est un monde qui est extrêmement vaste, qui va de l'informatique finalement à quoi? Aux expériences, on comprend que c'est le fait, de pirates, mais aussi évidemment des gouvernements. Vous dites, c'est une technique qui consiste à avancer masqué, donc il y a toute une espèce de part, évidemment, on opère dans l'ombre. Donc, c'est qui sont les acteurs, au-delà de ces pirates, qui sont les principaux acteurs de l'ingénierie sociale et comment ça se manifeste concrètement, là? Et pourquoi c'est maintenant plus que jamais qu'il faut s'y intéresser? Alors les principaux acteurs, alors effectivement, donc sont les milieux du piratage informatique, mais au sens de Kevin Mitnick, parce que finalement, qu'est-ce que Kevin Mitnick a piraté dans sa vie? C'est essentiellement les utilisateurs des machines. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait du piratage psychologique de l'utilisateur de l'ordinateur, et il ne faisait quasiment pas de code, de codage informatique. Il y a deux façons de pirater un système de sécurité. C'est vous piratez la machine ou le facteur humain qui utilise la machine. C'est l'un ou l'autre. Donc ça, c'est une approche cybernétique. C'est-à-dire que finalement, on ne fait quasiment plus de distinction entre l'humain et l'ordinateur. Les deux sont intégrés dans un même système. Ce système lui-même est différencié. Il y a encore des différences à l'intérieur du système. Mais bon, si je n'ai pas les compétences pour pirater l'ordinateur, parce que je ne fais pas de codage informatique, je peux pirater l'utilisateur. C'est une façon détournée de pirater le système de sécurité en général. Alors ensuite, il y a des transferts de compétences possibles, c'est-à-dire que en politique ou en géopolitique, on peut appliquer ces méthodes-là de subversion, parce que subvertir et pirater au sens informatique, c'est quasiment synonyme. Donc vous pouvez subvertir une société, vous pouvez subvertir un adversaire pour en fait créer des problèmes internes chez lui. Ça, il y a les services de renseignement qui sont très forts pour ça, qui agissent donc furtivement et qui font émerger des problèmes dans une organisation, et tout le monde va se poser des questions, mais d'où viennent ces problèmes? Il y a un exemple historique bien connu, c'est quand les services français ont décidé de subvertir le FLN, le Front de Libération Nationale, pendant la guerre d'Algérie.
Et donc les services français ont lancé une vague de paranoïa, hein, chez les Algériens pour faire exploser, hein, pour atomiser leur organisation, hein, puisqu'une organisation a besoin de confiance. Si vous faites monter la méfiance par exemple, en lançant une rumeur comme quoi il y a des infiltrés, hein, dans telle organisation, des infiltrés au service de l'ennemi, on appelle ça aussi une opposition contrôlée, par exemple, hein. Si vous arrivez à lancer cette rumeur, tout le monde dans l'organisation va commencer, hein, à s'accuser mutuellement d'être justement cet agent infiltré, hein. Et là, vous commencez à décomposer de l'intérieur l'organisation en faisant monter la méfiance, hein, et la paranoïa, les accusations mutuelles. Et ça a très bien marché. Voilà, donc ça c'est un exemple historique. Ouais, ben c'est ça, ben ça reste extrêmement vaste. J'imagine qu'à la conférence de dimanche, vous allez, bon, il y a des exemples très français, des exemples peut-être plus nord-américains de ces expériences d'ingénierie sociale. Est-ce que pour vous, la pandémie de COVID-19, c'est la question qu'on va se poser assez rapidement. Est-ce que pour vous, les mesures sanitaires dans leur ensemble ont été une stratégie mise de l'avant par les États pour faire de l'ingénierie sociale? Ah oui, oui, très clairement, oui, oui. En fait, malheureusement, enfin, en mars, avril 2020, là, quand on était au cœur du confinement, je me suis dit: «Bon, malheureusement, j'avais raison». Parce que là, on a eu, en fait, un étalage, hein, de toutes les techniques possibles et imaginables, hein, notamment les nudges, enfin, c'est un mot anglais, hein, enfin, vous comprenez? C'est une méthode inventée par, Cass Sunstein, notamment, qui était un ancien conseiller de Barack Obama. Et en fait, c'est tout ce qui est fabrique du consentement, hein, engineering of consent, hein, avec comme objectif de transformer, hein, les sociétés humaines définitivement. Parce que, bon, je précise, hein, que l'ingénierie sociale se distingue de la propagande. La propagande, c'est réversible, hein, et puis c'est ponctuel. Votre but, c'est de faire croire à quelqu'un quelque chose, et puis après, vous laissez tomber. Mais l'ingénierie sociale, c'est une transformation définitive des sociétés, hein, et furtive. Et donc là, alors, cette furtivité suppose d'utiliser des prétextes. Donc là, au prétexte, hein, d'un virus de type grippal, finalement assez bénin, eh bien, l'OMS, hein, notamment, a essayé de transformer complètement la nature du lien social, hein, avec les fameuses mesures de distanciation sociale, le fait de porter un masque, et cetera. Et puis bon, ensuite, il y a l'industrie pharmaceutique, hein, l'industrie des vaccins, qui a rajouté une couche supplémentaire, hein, avec des perspectives commerciales, hein, vendre un maximum de vaccins, mais peut-être aussi des perspectives, comment dire, de type transhumaniste, hein, pour modifier la génétique humaine définitivement. Puisque bon, les vaccins, enfin les vaccins, oui, les produits injectés sont de la thérapie génique, hein, fondamentalement. Là, on voit en fait que cette transformation définitive des sociétés humaines peut être déclinée, hein, à plusieurs échelles, hein, effectivement, pour le covidisme, oui? Et que vous dites une transformation définitive des sociétés, donc pour vous, il y a rien qui est réversible. C'est-à-dire que l'ingénierie sociale, on comprend que c'est un courant de pensée qui considère que la société est malléable, donc on peut la modifier, on peut l'orienter. C'est pas un peu le contraire, c'est-à-dire que l'ingénierie sociale ne considère pas au contraire que la société est plutôt perçue comme une pâte à modeler, comme me le disait récemment Agustin Laje, à Mexico, qui est un penseur également de l'ingénierie sociale, un penseur argentin. Donc c'est pas un peu le contraire, c'est-à-dire cette société qu'on pense dont on pense pouvoir orienter la trajectoire en fonction finalement des nouvelles modes, en fonction des nouveaux besoins, notamment effectivement industriels, commerciaux, économiques, etc. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Alors après, on peut effectivement avoir un contrat, clair, hein, dans les transformations, enfin clair et explicite dans les transformations sociales, hein, qu'on veut, imposer ou qu'on veut faire passer, hein, et ça s'appelle la politique, tout court, hein. Je veux dire, la politique, c'est toujours un travail finalement, d'adaptation à l'environnement et éventuellement de transformation de la société.
Mais tout le monde est au courant, hein, ça se fait normalement de manière claire, avec, enfin dans un parlement ou dans un conseil, enfin bon, voilà, donc là, ce qui distingue l'ingénierie sociale, de la politique, hein, c'est vraiment la dimension de furtivité c'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas l'accord, l'accord explicite, hein, de la population visée. Hein, l'accord, c'est le consentement libre et éclairé, voilà, c'est enfin, juste dans l'industrie pharmaceutique, hein, quand vous faites des tests sur des cobayes, vous malgré tout, vous leur demandez de signer un consentement, libre et éclairé, hein. Si je me souviens bien, enfin, en tout cas, en France, c'est l'expression. Bon, bah, l'ingénierie sociale, ça consiste à faire des expériences sur des cobayes humains, mais sans leur expliquer ce qui se passe. C'est enfin, vous zappez, enfin, comment dire ça? Vous éliminez, hein, toute forme de consentement, libre et éclairé et les gens se demandent: «Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en train de basculer dans le chaos?» Voilà, bon, bah, c'est qu'il y a en réalité, il y a simplement, Donc, pour les gens qui veulent venir dimanche, qui vont acheter des billets, est-ce que vous avez prévu, leur expliquer, bon, toutes ces dimensions-là? Avez-vous, je sais pas, une surprise? Vous voulez vraiment, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez aborder, d'une façon, inédite, sur le plan intellectuel, et cetera? ah bon, ça je sais pas, enfin, vous savez, quand on prend la parole en public, même si on a un plan, prédéfini, parfois on le change en, en plein milieu comment dire ça? De la conférence, pour s'adapter, en fait, aux demandes, hein, donc là, bon, enfin bon, moi j'ai rédigé, quelques textes, enfin des éléments de brouillon, en fait, mais en fait, je vais improviser, hein, essentiellement. Non, on va exposer, le thème de nos livres, hein, moi et Pierrot. Donc moi, plutôt sur effectivement l'ingénierie sociale, Pierrot sur le survivalisme et le rôle de la peur, hein, aussi qui peut être instrumentalisé. Donc voilà, bon, après les gens qui ne nous connaissent pas, bah, ce sera entièrement nouveau pour eux. Les gens qui nous connaissent déjà, bon, bah, il y aura pas de surprise, hein, enfin ou du moins il y en aura il y aura la surprise de nous voir peut-être, mais ce sera moins surprenant, ça c'est sûr. Mais bon, après au niveau, on peut toujours improviser, hein, broder sur l'actualité. On va voir en fait, hein, c'est si en fonction des demandes aussi, hein, donc mais bon, enfin voilà, l'idée c'est de prendre contact, avec les gens qui ne nous connaissent pas, hein, et là ce sera tout nouveau et tout beau et puis, bah, les gens qui nous connaissent déjà, bah, c'est l'occasion de se rencontrer, hein, de se voir et puis de discuter, un peu, enfin et puis, C'est donc un rendez-vous ce 15 septembre pour cette magnifique conférence sur l'ingénierie sociale et l'instrumentalisation de la peur en Occident qui aura lieu à l'Hôtel Mortagne. Des billets sont toujours disponibles pour ceux qui voudraient s'en procurer sur le site Internet des Productions France-Québec au productionsfq.com. écoutez, bah, merci, ça m'a fait plaisir d'être, en ligne, avec vous et donc, bah, je vous dis à dimanche. Alors, cette semaine, il y a eu au Québec une sortie très remarquée du député Yuri Chassin qui, d'une certaine façon, est un exemple de plus qui nous démontre ou qui est une preuve de plus qu'au Québec, on a de moins en moins de services et de plus en plus de fonctionnaires. Alors, c'est justement sur cet enjeu, pourrions-nous dire, de l'explosion de la bureaucratie gouvernementale et scolaire que nous avons avec nous François Fournier. François, bonjour. Bonjour, bonjour Francis, bonjour Jérôme et merci de me recevoir. François Fournier, vous êtes très connu puisque vous êtes le co-animateur ainsi que le producteur de ce balado très connu au Québec, Yann et Frank. Alors, peux-tu nous présenter brièvement là, quel est cet enjeu de l'explosion de la bureaucratie scolaire? Bien écoutez, c'est quelque chose auquel on est confronté dans l'actualité depuis, je dirais, à peu près un an et demi, un an ou deux. En fait, curieusement, ça a commencé, un des premiers qui a amené ça sur la place publique, l'explosion de la bureaucratie, c'était au niveau fédéral, lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon a déposé son fameux budget de l'an 1, où il nous disait, voyez, le gouvernement fédéral ne distribue pratiquement aucun service pour une bureaucratie qui a augmenté de près de 100 000 employés
depuis le passage de Stephen Harper à Justin Trudeau depuis 2015. Et finalement, ben, une intuition qu'à peu près tout le monde avait, c'était que le gouvernement du Québec ne faisait pas meilleure figure du tout dans ce dossier-là. Et je pense que tu as bien fait de le présenter comme ça. La démission, pour les gens qui nous écoutent en temps réel, donc la démission cette semaine du député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, illustre ça à merveille. Parce que dans sa lettre ouverte qu'il a publiée dans le journal, essentiellement, il dit quoi? Il dit le gouvernement s'est fait élire avec la promesse de faire des réformes majeures, de changer le mode de la bureaucratie québécoise, de lui donner une cure minceur, d'envoyer l'État au gym, comme aurait dit Jean-François Lisée à une autre époque. Et finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est totalement le contraire qui s'est passé. Des embauches massives dans plusieurs secteurs. Des problèmes de délivrance de services. On pense au transport en commun que supposément serait sous-financé. On pense aux soins de santé. On pense penser à tous les services dont l'État s'est auto-investi de la mission de les fournir de fournir ces services-là à la population. Et il se trouve qu'en parallèle, avec Libre Média, dont on travaillait sur un dossier qui est relatif à la bureaucratie scolaire. Et il y a un très bon article qui a été publié sous la plume. J'ai ça ici, de Cédric Lessard, dans le fond, qui a été publié cette semaine. Ça, c'est un peu une collaboration entre nos deux médias qui, je pense, s'est avérée assez fructueuse. C'est que Yann et Frank, on avait fait des demandes d'accès à l'information à plusieurs centres de services scolaires, donc qui est le nouveau nom des commissions scolaires au Québec, et on a fait des demandes d'informations pour savoir précisément, donc pour que les gens sachent un peu l'envers de la médaille, on a demandé précisément le nombre d'élèves sur une période de 20 ans, ainsi que le nombre de professeurs, le nombre de cadres, le nombre de professionnels, le nombre d'employés de soutien, et quelques autres informations comme ça. Et ce qu'on a reçu est presque sans équivoque, là. C'est-à-dire que et je conclus brièvement là-dessus, là, mais la conclusion, hormis quelques détails, c'est qu'il y a dans plusieurs commissions scolaires du Québec, dans plusieurs écoles du Québec, moins d'élèves qu'il y en avait il y a une vingtaine d'années, mais on assiste à une explosion du nombre de cadres. Donc, dans certains cas, on peut penser qu'il y avait 20, 30 personnes avec des postes de responsabilité de gestion. On est rendu à 60 ou 70. Il y a plus de professeurs équivalents temps complet qu'il y en avait. Il y a beaucoup plus d'employés de soutien, orthopédagogues et tout ce que vous voulez. Et ça s'inscrit en porte-à-faux avec un peu une légende urbaine qu'on se raconte au Québec depuis des années, que ces écoles-là sont en sous-effectif, qu'il y a de moins en moins de gens, que le gouvernement ferait de l'austérité en coupant l'accès à des services. Donc, on est un peu dans un monde parallèle là, en ce moment. Ben oui, parce que j'allais dire justement que ces chiffres vont à l'encontre du discours selon lequel la tâche des enseignants aussi ne cesse d'augmenter. Ensuite, bon, je ne suis pas sur le terrain dans le milieu scolaire, mais on entend plutôt, depuis évidemment la renégociation des conditions de travail et de la rémunération des enseignants, qu'ils en arrachent, qu'ils ont de plus en plus d'étudiants, d'élèves. Là. Donc, les classes seraient de plus en plus chargées. L'immigration jouerait un certain rôle là-dedans. Après, évidemment, il faut toujours y aller par région, mais justement, vos demandes d'accès à l'information couvraient plusieurs régions. Donc, on avait un certain panorama dans le sens où, bon, de Gatineau là, à Laval, en passant par Châteauguay, puis bon, donc on avait des échantillons qui peut nous donner un portrait d'ensemble du Québec. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce discours-là, selon lequel, finalement, les enseignants on en toujours plus sur les bras, alors que les chiffres montrent clairement que le nombre d'élèves diminue presque chaque année? Ben, c'est ça, c'est que en fait, je pense qu'il faut faire attention avec plusieurs discours qui tentent de s'imposer sur la place publique. Donc, d'une part, tu as peut-être des gens plus à gauche qui essayent d'amener l'idée que l'État ferait des coupures partout, alors qu'on voit clairement qu'il y a des investissements massifs dans l'embauche de personnel dans toutes les régions du Québec. Il y a plus de professeurs, plus d'employés de soutien. Tu as des gens peut-être plus de la mouvance identitaire ou nationaliste qui essaient de mettre ça sur le dos de l'immigration, les problèmes de prestation de services.
Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que des régions qui sont pratiquement à l'abri de l'immigration, entre guillemets, comme le lac Saint-Jean, les chiffres qu'on avait, par exemple, au centre de services scolaires du Pays des Bleuets, qui se trouve être au lac Saint-Jean, c'est des diminutions de plus de 1000 élèves. En fait, ils ont 1000 élèves de moins, plus de 1000 élèves de moins dans leurs écoles secondaires. Par contre, on a presque 100 professeurs de plus qu'il y en avait il y a 20 ans. On a plus du double d'employés administratifs qu'ils avaient il y a 20 ans. Donc, ça ne peut pas être la conséquence d'une pression migratoire qui aurait fait exploser le nombre d'élèves et qui justifierait un embauche, parce que ça, on pourrait le comprendre. Or, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas les chiffres ne montrent pas ça. Bon, l'immigration, moi, personnellement, je pense que accueillir près d'un demi-million d'immigrants par année au Canada, je pense que ça ne peut pas ne pas avoir d'effet quelque part. Je sais que, bon, Vincent Geloso, qu'on a reçu il y a quelques semaines avant nos vacances du podcast, lui, évidemment, contredisait cette thèse. Pour lui, l'immigration n'a pas de lien d'impact vraiment sur la crise du logement. Évidemment, il pointe beaucoup plus la surréglementation des villes. Évidemment, tout ça est matière à discussion. Moi, j'ai de la misère à croire quand même comment on peut faire rentrer un demi-million de personnes quelque part sans qu'il y ait de pression autre part. Cela dit, j'ai trouvé que François Legault était malhonnête quand il est sorti après la sortie de Yuri Chassin pour dire d'abord, il faut être patient. Et si nos services publics ne sont pas rendus à la hauteur de la qualité qu'on voudrait, c'est à cause de l'immigration. Et là, vraiment, on se dit, ben, écoutez, ça fait à peu près 30-40 ans que l'État obèse et inopérant donne les résultats qu'on connaît. Donc, je trouve que on est dans une logique de bouc émissaire. Donc, qu'est-ce que tu penses de François Legault qui nous dit que si nos services publics au Québec sont de piètre qualité, c'est à cause de l'immigration? Ben, écoute, je pense que tu as raison de dire qu'on est dans la désignation du bouc émissaire. Je pense que tout le monde en cherche d'une certaine manière pour expliquer des problèmes qui ont des causes parfois multifactorielles, beaucoup plus complexes. Tu sais, je pense qu'évidemment, si tu amènes un nombre de personnes très important dans un court laps de temps, tu vas créer une pression sur la demande. C'est juste une question de logique, d'offre et de demande. Et je pense que ce que Vincent pointait du doigt, c'est que si l'offre n'était pas statique, l'augmentation de la demande ne poserait pas les problèmes qu'elle pose. Il ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais c'est de la manière que je l'interprète, parce que ça semble assez évident que les problèmes de logement, il y en a partout au Québec, même dans des régions isolées où il n'y a à peu près pas, sinon aucune immigration, là. Donc, ça peut être une des causes prédominantes dans des villes qui en reçoivent beaucoup. Par contre, il n'y a pas nécessairement de raison de penser qu'à Gaspé, je ne pense pas que c'est un endroit qui est pris d'assaut par l'immigration massive. Donc, il y a cette question. C'est évidemment le Legault essaie d'amener le débat sur autre chose parce que ça lui permet de faire pression sur le fédéral pour obtenir des sommes d'argent substantielles. Je pense que c'est sa game politique qui joue là-dedans. Mais on voit qu'il y a une absence de volonté ou il y a une absence de courage dans la démarche de ce gouvernement-là à vouloir adresser réellement des problèmes. Là, on voit la démission d'un député de manière quand même assez spectaculaire en disant qu'il y a une crise des services publics, une crise profonde. Les Québécois n'en ont pas pour leur argent. Ils sont trop imposés, trop taxés. Ils n'ont pas les services qu'ils devraient avoir. On ne parlera pas de mérite ici, là, mais qu'ils devraient avoir en fonction des cotisations qu'ils font. Et la réponse du gouvernement à ça, c'est de s'attaquer à des trucs à peu près symboliques comme le pourcentage de pourboire avant taxe ou après taxe sur des terminaux Interact. Je veux dire, on parle de quelque chose qui est relativement purement insignifiant à l'échelle du pouvoir d'achat des gens, là. Alors qu'on a on a un premier ministre qui a permis aux villes de tripler, voire quadrupler les plaques d'immatriculation des gens, les taxes sur les plaques d'immatriculation pour financer du transport collectif, où il y a là aussi pas vraiment de prestation de service qui a un lien avec à la hauteur de la contribution que les gens font. Donc, on voit qu'on a un État sclérosé, incapable de pivoter vers des changements qui devraient être faits. Et ça, si je peux peut-être excuser ou nuancer ce que je dis par rapport à ce gouvernement-là, il faut faire attention. Faut arrêter de penser que c'est la CAQ ou c'est François Legault.
Jean Charest s'est fait élire il y a plus de 20 ans en promettant la réingénierie de l'État. Ce n'est jamais arrivé. Pas la réingénierie sociale, j'espère, c'est un thème qu'on a abordé plus tôt. Mais justement, Frank, le dédomiseur, comme on t'appelle sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est possible, de changer la culture politique au Québec, la culture bureaucratique? Parce que c'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire, est-ce que les partis, ont un réel pouvoir face à la caste? C'est-à-dire cette caste finalement bien encastrée dans l'État qui, finalement, défend son modèle, est accroché à ses anciennes valeurs, si je peux dire, qui ont mal vieilli. Donc, c'est le parti unique au Québec. C'est-à-dire, peu importe le parti qui arrive à l'Assemblée nationale, c'est toujours le même modèle hyper centriste qui perdure, hein. Donc, on va se poser la question, même si, est-ce que si Duhem prend le pouvoir demain matin au Québec, est-ce qu'il est capable d'imposer ses orientations à la caste, aux corporations, à tous ceux qui gouvernent peut-être de facto? Ou bien c'est la CAQ qui a été juste très, très opportuniste et très molle et qui a finalement renoncé à faire le ménage? Ben, c'est un peu de tout ça, j'ai envie de te dire, mais il faut quand même être honnête sur une chose. On a eu un gouvernement juste avant la CAQ qui était celui du Parti libéral dirigé par Philippe Couillard, qu'on a reçu, nous, il y a plus d'un an en entrevue, alors qu'il donnait pratiquement aucune entrevue à personne pour le questionner justement sur le bilan économique et la conclusion auquel j'en suis venu, c'est qu'il y avait énormément de reproches qu'on pouvait faire à ce parti, à ce gouvernement-là, à ce parti-là. Une dérive vers les trucs écologistes vers la fin, probablement trop de mollesse sur les questions identitaires, ça leur a extrêmement nui. Un refus d'adresser la question de la laïcité. Bon, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire et qui peuvent leur être reprochées. Mais en général, ce qu'on retient d'eux, c'est le fameux mythe de l'austérité, en fait, là, qu'ils auraient coupé partout dans les services publics. Or, ce qu'ils ont fait, c'est de contraindre les augmentations de dépenses pour les ramener à un niveau à peu près acceptable en termes de ratio avec l'activité économique réelle et l'évolution des besoins réels de la population. Et ça, c'était ce qu'ils devaient faire. Si on veut pas, parce que l'autre solution, c'est la thérapie de choc à la Javier Milei, mais je pense pas que les Québécois sont prêts et veulent aller vers là. Donc, la méthode québécoise, la méthode soft, parce qu'au Québec, on aime les choses qui sont tranquilles, les révolutions tranquilles. Je pense que la méthode qu'eux avaient employée de réduire les augmentations à des degrés je pense, respectable et de surtout réduire les embauches parce que on n'est même plus au stade de dire est-ce qu'il faut dégraisser la machine et est-ce qu'il faut mettre des fonctionnaires à la porte ou est-ce qu'il faut couper des ministères. On est même rendu au stade de comprendre pourquoi ils en engagent autant. Comment la CAQ, qui s'est fait élire en disant on va mettre 5000 fonctionnaires à la porte, a pu en engager des dizaines de milliers pour aucun service supplémentaire. Il n'y a pas de nouveaux programmes, il n'y a pas de il n'y a pas de nouvelles aides aux citoyens nécessairement qui sont données. On ne voit pas que les services vont mieux. Donc, en fait, je pense que le premier pas, avant de commencer à dire on va couper des choses ou on va changer le système, ce serait tout simplement d'arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter dès maintenant d'en engager. Il faut arrêter dès maintenant d'augmenter les dépenses à coups de milliards dans des secteurs qui, en fait, sont comme des trous noirs financiers. Vous voyez qu'il y a eu une négociation là, juste avant la période des fêtes. On avait des employés dans la rue nous disant que ça allait extrêmement mal en éducation, qu'on devait tout changer. Ils ont eu des augmentations de salaire significatives. On nous a dit on a fait des investissements massifs en éducation et en santé pour donner des meilleurs services. Regardez la couverture de presse qu'on a dans les dernières semaines. Il manque encore 4000 enseignants dans telle région. Il manque encore tant d'infirmières. Donc, finalement, c'est ce que disait le député démissionnaire. La solution de toujours mettre de l'argent sur les problèmes ne fonctionne plus. Et je pense qu'un gouvernement qui aurait le moindrement de courage devrait le dire à la population. Il était très bon pendant la période pandémique pour faire des conférences de presse, pour nous parler de la quantité de chloroforme qu'il y avait et de masques dans les entrepôts, toutes des choses qu'on n'était pas nécessairement obligé de savoir et qui sont plutôt futiles. Il pourrait très bien, François Legault, s'il avait le courage de le faire,
faire une conférence de presse un lundi 13h, à convoquer toute la presse avec son ministre des Finances, son ministre de l'Économie et dire, écoutez, voici le vrai bilan de la province. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas et nous n'avons plus d'argent. Et là, on entreprend un vaste chantier là, de réforme. Et si la population était mise au courant, plutôt que d'essayer de faire croire que tout va bien et qu'on investit, qu'on va faire des petits changements symboliques comme les machines à pourboire ou je ne sais trop quoi, mais peut-être qu'on pourrait enfin faire des changements, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Mais qu'est-ce qui explique ça? Parce que justement, tu as fait référence à Philippe Couillard et l'image qu'on avait eue de son administration et de ce qui avait motivé la dite austérité, ou ce qu'on avait appelé l'austérité à l'époque, que tu as très bien montré que ce n'était pas vraiment le cas. On avait dit que Philippe Couillard s'était rendu à New York et à New York, les banquiers lui avaient dit bon, la cote elle va baisser, puis si la cote baisse, ça va coûter plus cher à emprunter, donc il faut vraiment que tu rectifies les choses. On dirait que c'est pas le cas là, en ce moment avec François Legault. Qu'est-ce qui se passe chez les banquiers new-yorkais qui sont censés financer notre dette? Est-ce qu'ils sont moins sensibles ou est-ce qu'ils veulent un écroulement de l'économie du Québec pour pouvoir l'acheter à bas prix par la suite? Ben, en fait, je pense que il y a très longtemps, le ministère des Finances du Québec, on peut leur donner ça. C'est quand même un des ministères sérieux du gouvernement, ceux que, entre autres, Yann, mon co-animateur, il avait assisté au dépôt des 2 derniers budgets pour analyser à huis clos les budgets. Et on est obligé de se rendre compte que ce ministère-là, je ne sais pas si ça date de l'époque de Bouchard, mais il y a quand même des gens très sérieux là-dedans qui ont fait en sorte que le gouvernement du Québec a contracté plusieurs prêts à bas taux d'intérêt à très long terme. Donc, pour plusieurs dépenses d'infrastructures et autres, ce qui fait que les intérêts qu'on paye sur les déficits ne sont pas si mal que ça et que ce ministère-là est somme toute quand même bien géré malgré tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc, cette rigueur-là, puis les instruments comme la loi sur l'équilibre budgétaire qui avait été justement pensé à l'époque par Bouchard comme réponse à ces avertissements-là des agences de crédit et des banques, là, ça nous aide encore. Je pense aussi que le marché et les institutions financières pardonnent, je pense encore pour l'instant au gouvernement des dépenses folles parce qu'ils mettent ça sur le dos de la pandémie et de la nécessité de supporter pour pas qu'il y ait un effondrement économique pendant cette période-là. Mais il est clair que sur le long terme, ça ne pourra pas durer, là. Il va devoir, à un moment donné, y avoir. Et là, justement, on parlait du gouvernement libéral. Il ne faut pas oublier que la CAQ est arrivée au pouvoir, ils avaient des surplus, là. Donc, il n'y avait pas de déficit au Québec dans les dernières années. Il y avait des surplus de plusieurs milliards. Ils se sont amusés avec ça en début de mandat. Et c'est juste dans le dernier budget où on nous a annoncé que finalement, là, on aboutit à un déficit de 11 milliards, là, avec des problèmes qui vont être récurrents, là, parce que l'argent qu'ils ont donné dans les nouvelles conventions collectives, ce n'est pas un montant fixe qu'on donne maintenant, c'est un montant récurrent qui va revenir d'année en année et qui va éventuellement s'empirer. Donc, je pense que là, ils surfent encore sur la rigueur fiscale de d'autres administrations qui sont venues par le passé, qui en ont probablement pas fait assez. Mais là, clairement, ce gouvernement-là, lui, est un peu en perte de contrôle. Et je rajouterai un autre élément dans l'équation, c'est que là, on se dirige progressivement vers une élection fédérale qui sera peut-être anticipée ou qui sera peut-être à date fixe comme c'est prévu. Ça, on ne le sait pas encore. Mais il y a fort à parier que si les multiples sondages qu'on a en ce moment sont vrais et que le gouvernement libéral se fait supplanter par un gouvernement conservateur élu de manière majoritaire, il y aura très probablement des coupures dans les transferts faits aux provinces parce qu'historiquement, c'est comme ça que le gouvernement équilibre ses finances au niveau fédéral. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Québec, là, parce c'est une mauvaise nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle si ça s'accompagne justement de choix intelligents sur les priorités qui sont à faire. Mais ça peut être une mauvaise nouvelle parce que si on a un gouvernement qui ne veut pas faire ces choix-là, ça va juste aggraver le déficit, là. Donc, tous les projets dont vous entendez parler, de transport en commun, d'infrastructures et autres, si le fédéral ne finance plus à hauteur de 40-50 ces projets-là, ça veut dire des déficits immenses, là.
Et ça ne peut vouloir dire qu'à moyen terme que ces projets-là seront mis sur la glace, là. Je ne vois pas comment le gouvernement du Québec, avec un déficit d'11 milliards qui va probablement s'empirer dans les prochaines années, pourrait, sans la part du gouvernement fédéral, réaliser tous les projets dans lesquels il s'est engagé. Je ne vois pas comment c'est possible. Mmh. D'autres projets, mis sur la glace, puisqu'on a l'impression d'une certaine récurrence de tous ces projets. C'est comme si le Québec n'était plus capable de rien produire de majeur et peut-être même de la difficulté à entretenir ce qui a déjà été construit, hein. C'est ce qu'on retient, de ton intervention, François, Fournier. Je rappelle, que l'article, qui était d'une certaine façon, coécrit puisque, c'est une belle, collaboration qui a été fait entre vous au podcast Yann et Frank et Libre Média. L'article publié sur Libre Média intitulé Moins d'élèves, plus de cadres, explosion de la bureaucratie scolaire, écrit par Cédric Lessard, grâce à des accès à l'information que vous avez obtenus, vous, François Fournier, et votre équipe. Alors, François Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci de m'avoir invité et peut-être en terminant sur un mot de la fin, je dirais que c'est important de comprendre ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, que ce n'est pas du simple Québec bashing, là, comme certains pourraient le penser. La gestion rigoureuse des finances publiques, c'est quelque chose qui est une condition de possibilité finalement de notre avenir comme nation, là. Si les finances se détériorent à un niveau où on n'est plus capable de donner des services à la population, que les grands projets dont tu parles ne peuvent plus être mis de l'avant ou ne peuvent plus être réalisés, je ne vois pas comment on peut ignorer ça et se dire nationaliste ou patriote. À mon avis, ça me paraît complètement incompatible. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Et de ton côté, Francis, tu as diffusé cette semaine un reportage important sur une région qui a été longtemps le théâtre d'intenses affrontements, une région dont on ne parle pas assez. L'Irlande du Nord, tu t'es rendu sur le terrain il y a quelques semaines pour nous offrir ce reportage dont le thème est finalement la fragilisation de la paix. Donc, une région qui est marquée par des stigmates et pourquoi cette paix en Irlande du Nord, si fragile, se trouve à nouveau fragilisée. Oui, exactement. C'est que un processus de paix, finalement, c'est un processus jamais totalement acquis. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler continuellement et spécialement dans les anciennes zones de tension ou presque de guerre civile, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui avec l'Irlande du Nord. Oui, effectivement, je me suis rendu sur place l'été dernier dans une tournée, entre guillemets, irlandaise, là, puisque on a déjà vu un reportage que j'ai réalisé sur le sud, la République d'Irlande, qui a des problèmes en ce moment avec l'immigration et les réfugiés, tout ça. Et donc, par la suite, je me suis rendu au nord. Donc, l'Irlande du Nord, c'est une province du Royaume-Uni. Donc, on sort à la fois de l'Union européenne et de l'Irlande pour entrer dans le Royaume-Uni. Donc, une double frontière, mais une double frontière non physique, puisque lorsque vous prenez l'autoroute pour partir de Dublin puis vous rendre à Belfast, il n'y a pas de checkpoint, entre guillemets. Il n'y a pas de frontière visible. Donc, on passe véritablement comme si on était dans le même pays, comme si on partait, par exemple, de l'Ontario vers le Québec. Donc, il y a un petit signe, là, bienvenue en Irlande du Nord. On arrête de voir les pancartes traduites en gaélique sur toutes les pancartes, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Et on Est-ce que voit c'était le aussi cas les drapeaux autrefois changer. Est-ce que c'était le cas autrefois ou bien c'est justement si on a... Ouais, c'est une longue histoire, là, mais oui, il y avait des checkpoints et il y avait des endroits où il n'y en avait pas. Et comme un peu la frontière entre
le Mexique et les États-Unis, les lieux où il n'y avait pas de checkpoint, il y avait du trafic, il y avait des armes qui étaient passées du nord au sud, justement, pour mener cette guerre, d'une certaine façon, fratricide. Donc, je me suis rendu au nord pour prendre un peu le pouls de la situation, puisque, on le sait, oui, comme je l'ai dit, on sort de la République d'Irlande pour aller vers le Royaume-Uni, mais on sort aussi de l'Union européenne pour aller au Royaume-Uni, qui a sorti de l'Union européenne par le Brexit. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que le Brexit a fait en sorte de brouiller un peu les cartes. Un petit bref portrait, non pas historique, mais plutôt politique. Les deux camps, entre guillemets, durant ce qu'on a appelé les troubles, c'est-à-dire justement cette période où, entre guillemets, catholiques et entre guillemets, protestants, se sont battus pour des territoires, puisque les, entre guillemets, catholiques, c'est-à-dire les Irlandais, à travers le groupe paramilitaire l'IRA, on voulait réunifier l'Irlande pour faire une île, un pays. Par contre, justement, il y avait les gens qui n'étaient pas d'accord, ce qu'on a appelé les protestants, mais que ces protestants, entre guillemets, étaient des partisans. Oui, ils n'avaient pas la même dénomination chrétienne, mais également étaient des partisans de l'union avec Londres, c'est-à-dire faire partie de ce Royaume-Uni. Donc, lorsqu'on passe du sud vers le nord, la première chose qu'on se rend compte, c'est il y a des Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. Et il est fièrement affiché là, un peu partout. Et donc, quand vous allez à Belfast, vous avez des quartiers catholiques et vous avez des quartiers protestants. Et la manière de se rendre compte de la différence entre les deux, c'est par justement les effigies qui sont affichées, que ce soit des drapeaux justement de l'Union Jack ou des drapeaux orangistes aussi. Orangistes, ce mouvement qu'on a retrouvé aussi au Canada, mais qui s'est déployé d'une autre façon, qui est lié à la bataille menée par le général britannique Orange, là, et justement qui avait mené à la conquête de l'Irlande à l'époque. Donc, on se rend compte que il y a la paix, le processus de paix a pris beaucoup de temps, a mené éventuellement en 98 aux accords du Vendredi Saint, qui était une constatation partagée par tous les groupes que la violence ne menait à rien. Mais vous aviez quand même les deux tendances. Les tendances pour la réunification avec l'Irlande du Sud et la tendance de l'union avec la Grande-Bretagne, avec le Royaume-Uni. Donc, ceci dit, le Brexit a changé les cartes parce que vous avez justement des, entre guillemets, protestants qui veulent rester au sein de l'Union européenne et qui ne sont pas d'accord avec le Brexit. Donc, vous voyez à quel point tout peut être mélangé et évolué. Et c'est pour ça que j'ai rencontré un politicien, un député du nom de Steve Aiken. Je l'ai rencontré à Stormont, c'est-à-dire le Parlement nord-irlandais, qui est membre éminent, même ancien commandant de sous-marin de la Royal Navy britannique, qui est membre du parti Ulster Unionist Party. Et donc, lui, son parti, traditionnellement, est foncièrement lié à Londres et foncièrement lié à l'ancien Empire britannique, mais on entend le Royaume-Uni. Mais lui, tout en étant lié à Londres, aurait préféré rester au sein de l'Union européenne. Donc, ça a créé certaines tensions, confusions et tout ça. Et comment l'Irlande du Nord a réussi à naviguer à travers ça, c'est ce type de questions que j'ai pu lui poser, c'est ce qui a guidé notre conversation. Alors, c'est vraiment à écouter là, si vous voulez entendre cette entrevue. De mise en contexte de la situation actuelle, puisqu'il n'y a pas de frontière, entre guillemets, entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, mais il en existe une. Il y a des surveillances, on pourrait dire, frontaliers au sein même de la mer d'Irlande, entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Ce qui fait en sorte que ça crée une certaine frontière au sein même d'un même pays. Donc, il n'y a pas de frontière avec un pays étranger, l'Irlande du Sud, mais il y a une frontière au sein même du pays qui est le Royaume-Uni, c'est-à-dire la grande île là, qui fait justement Wales, le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Écosse. Donc, vous voyez un peu, là, tout le monde est un peu mêlé et essaie de naviguer à travers ça tout en contextualisant dans l'état actuel de l'Irlande du Nord, qui est toujours fragile par rapport au processus de paix, qui est quand même récent. On parle de 1998. Là. Donc, comment est-ce que ça peut être réanimé? Et donc,
oui, j'ai rencontré ce député-là. Et ensuite, pour représenter, en guillemets, le camp catholique, j'ai rencontré un prêtre catholique lui-même qui était du nom de Joe Gormley, qui était lui-même impliqué dans la réparation, dans la guérison et la réconciliation, notamment dans un endroit où est-ce qu'il s'est passé le Bloody Sunday, c'est-à-dire à Londonderry pour ceux qui sont du côté, disons, du Royaume-Uni, et Derry tout court pour ceux qui veulent la réunification avec l'Irlande du Sud. Donc, à Derry City, appelons-le comme ça, Joe Gormley a exercé son ministère dans la paroisse même où la majorité des victimes du Bloody Sunday étaient paroissiens. Donc, il a dû, lui, est arrivé après, bien évidemment, mais il était toujours en processus d'accompagnement de ces paroissiens affectés par ce Bloody Sunday. On parle souvent aujourd'hui de traumatisme intergénérationnel. Là. Le traumatisme se perpétue de génération en génération et lui, il a assisté cette population grandement affectée. Et lui, il parle non seulement de traumatisme, on parle de PTSD là, en anglais, de syndrome post-traumatique. Souvent, ce sont les gens qui participent à la guerre, par exemple, des soldats qui reviennent au pays et qui sont affectés de ce syndrome post-traumatique. Alors lui, il dit oui, il y a des personnes qui sont atteintes d'un syndrome post-traumatique, là, puis il donne un exemple en l'occurrence. Mais il y a également, pour lui, toute l'Irlande du Nord, socialement, est affectée de traumatisme, de syndrome post-traumatique. Donc, c'est quelque chose de sociétal. Alors, comment faire face à ça aujourd'hui? Et finalement, ça se termine par une mention d'une jeune journaliste pour montrer que les tensions sont toujours présentes. Là. Il y a une journaliste qui venait de Belfast, là, qui est née à Belfast, qui couvrait d'une certaine façon les émeutes, parce qu'il y a toujours des émeutes là, ici et là, là. Puis il y a toujours des gens qui se tapent sa gueule, entre guillemets, là, à Belfast, entre catholiques et protestants, là, mais je pense que c'est pas aussi grave. Il y a pas c'est pas des armes ou des conflits armés, là. C'est juste souvent des hooligans, là, des gens des supporters de sport là, qui s'engagent dans des échauffourées. Mais là, il y avait des émeutes à Derry et là, elle couvrait comme journaliste ce qui s'est passé justement là-bas. Et elle en est morte puisqu'elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment et elle a été tirée par un fusil. Et lui, Joe Gormley, il a assisté dans ses derniers moments à l'hôpital. Et de cette aventure, entre guillemets, de la réactivation des processus de guerre, entre guillemets, ou de réunification, parce que maintenant, il n'y a plus l'IRA comme tel, mais il y a la New IRA, qui appelle la nouvelle IRA, qui est un groupe un peu, justement, encore paramilitaire qui essaie de travailler par les armes à la réunification de l'Irlande. Ils ont finalement, la journaliste, elle est morte et lui, il l'a accompagnée. Donc, on se rend compte que les tensions sont toujours présentes en Irlande du Nord. Et de cela, il a émergé un documentaire. Donc, je présente un peu là, les grandes lignes de ce documentaire à travers la voix de Joe Gormley. Mais dans ce documentaire, il y a notamment Hillary Clinton qui en parle. Donc, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit dans le cadre du monde anglo-saxon, mais on n'en a pas beaucoup parlé justement dans le monde francophone. Donc, je pense que c'est une bonne façon de s'imprégner un peu de cette réalité de la guerre civile et savoir que cette réalité-là peut exister en Occident et que justement l'un et l'autre des personnes interviewées n'ont qu'un seul message: catholiques et protestants, ne vous engagez surtout pas dans la violence. Ce n'est pas une voie viable, ça n'apporte absolument rien. Les seules choses qui ont été amenées furent par des moyens de dialogue et par des moyens démocratiques. Et voilà, donc tout cela dans un contexte où il y a eu des élections récemment et un parti unioniste avec l'Irlande du Sud a promis un éventuel référendum pour une réunification de l'Irlande. Donc, on voit que ça peut évoluer assez vite et donc c'est un sujet qu'on va suivre pour vous, chers auditeurs du Libre Podcast et chers lecteurs de Libre Média. Vous pouvez bien évidemment voir ce reportage à la fois sur le site web au libre-media.com ou sur notre page YouTube.
Et dans cette dernière partie du podcast de cette semaine, un podcast très chargé, toujours en lien avec cette magnifique conférence qui va avoir lieu ce dimanche 15 septembre à l'hôtel Mortagne dans la grande région de Montréal, plus spécifiquement à Boucherville. Il y va avoir cette conférence dont nous avons pu parler et sur l'ingénierie sociale. Et pour ceux qui veulent se procurer des billets, ils sont toujours disponibles sur le site Internet des Productions France-Québec au productionsfq.com. Piero San Giorgio, vous êtes l'auteur de Survivre à l'effondrement économique, publié en 2011 aux éditions Culture et Racines. Et donc, vous serez réunis avec Jérôme pour parler lors de cette belle conférence. Oui, c'est ça. Donc, Monsieur San Giorgio, bonjour. Bonjour! Donc, vous, à ce que j'ai compris, vous allez davantage vous concentrer sur la question de la peur, alors que, bon, Monsieur Cerise, lui, sera plus sur l'ingénierie sociale comme telle, mais j'imagine que vous allez, évidemment, qu'il y a un lien entre la peur et cette ingénierie sociale. Donc, la grande question qu'on se pose d'entrée de jeu, c'est quoi l'ingénierie sociale? Parce que, dans le fond, bon, comme le vient de suggérer M. Cerise, c'est un monde qui est extrêmement vaste, donc presque trop vaste, d'une certaine façon. Donc, pour que les gens saisissent d'abord le thème de la conférence, c'est quoi pour vous l'ingénierie sociale et c'est quoi le lien que vous faites avec la peur ensuite? Alors en effet, la volonté des gens puissants de modifier le comportement des populations afin d'obtenir un avantage pour eux, pour obtenir des décisions politiques, des entrées en guerre ou un soutien, eh bien, est assez ancien. C'est quelque chose qui se fait depuis que les gouvernements existent, depuis que les États existent, les rois, les nationalismes, toutes sortes de techniques ont été utilisées avec des idéologies pour obtenir ce que l'on veut. Et souvent, la peur est la pièce maîtresse de la manipulation et de cette tentative de changer l'opinion des gens, le comportement des gens, et même qui sont les gens aujourd'hui fondamentalement. Et donc, la peur, c'est une émotion qui est très puissante en nous. On a tous peur, on a tous connu la peur, on va tous la connaître encore. Et on a vu depuis ces dernières trentaine d'années, que l'on a utilisé la peur du terrorisme après le 11 septembre, qui était quand même un événement qui a été surtout bien vendu, mais qui a été construit aussi. On a vu plus récemment toute cette épopée autour du Covid, de la pandémie. On a utilisé la peur pour nous terrifier, pour nous confiner, pour nous obtenir notre consentement. Et puis enfin, on l'a utilisé pour, dans le meilleur des cas, vendre beaucoup de thérapies médicales expérimentales. Et dans le pire des cas, on ne sait pas trop ce qu'on nous a injecté. Enfin, pas moi, mais ceux qui ont été injectés. Et j'espère que beaucoup de nos auditeurs ont été bien informés pendant cette période et n'ont pas fait cette bêtise. En tout cas, on a bien vu qu'ils ont utilisé la peur de tuer nos grands-parents, la peur de transmettre la maladie, la peur de tomber malade, la peur de finir à l'hôpital, la peur de surcharger les hôpitaux. Bon, nous nous en souvenons tous. Comment et à quel point cette peur, elle nous a été mise en place dans notre tête par les médias 24 heures sur 24, par les politiciens qui, eux, n'avaient pas les mêmes mesures. Hein. On a bien vu qu'il y avait une escroquerie à ce niveau-là. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé d'abord, pendant longtemps, sur les problèmes économiques et comment on peut survivre à ce que j'appelle un effondrement économique. Et qui est en cours en ce moment. On voit bien à travers le monde que tout devient plus fragile, les grandes économies vont mal, etc. Et là aussi, on doit faire attention à la peur que cela suscite en nous, la peur du chômage, la peur de perdre notre activité économique, de ne plus réussir à offrir un niveau de vie correct à nos enfants ou à nos épouses ou nos époux, et ainsi de suite. Et tout ça, ça m'a amené à rencontrer effectivement Lucien Cerise et d'autres, et de réfléchir à comment cette peur, elle est utilisée pour nous manipuler, pour nous transformer, pour, par exemple, aujourd'hui, on utilise la peur. Hein. Si vous êtes, par exemple, contre, ou si vous n'êtes pas d'accord avec le wokisme ou le LGBTisme, très très fréquent. Moi, je respecte les gens qui ont des attitudes et des sexualités différentes, il n'y a pas de problème. Mais que ce soit une idéologie tellement poussée, on le voit par exemple dans le centre de Montréal, les rues sont avec des arcs-en-ciel, il y a des drapeaux partout, etc. Bon, si vous avez la moindre objection, on va vous ostraciser, on va vous insulter, on va peut-être vous faire perdre votre travail. Bref, on va utiliser la peur, la crainte, l'angoisse pour vous manipuler, pour accepter cela, sans qu'il y ait eu forcément un débat, sans qu'il y ait eu une acceptation. Donc en fait, on va utiliser, c'est encore une fois cette émotion, pour obtenir un résultat.
Peut-être que demain, ce sera la guerre. On va faire la guerre à la Russie, on va vous faire peur, on va vous dire les Russes vont nous attaquer, donc il faut envoyer de l'argent à l'Ukraine. Bon, ça c'est déjà fait. Bientôt, il faudra peut-être envoyer des troupes, etc., etc. Donc on le voit bien que cette manipulation, cette propagande, cette ingénierie sociale, elle utilise les émotions contre nous. Qu'est-ce qui différencie l'idéologie de l'ingénierie sociale? C'est-à-dire des idéologies, ça fait longtemps aussi qu'on en voit circuler dans la société. Bon, depuis le socialisme, qui est peut-être d'une certaine façon, et ce sera peut-être un des points que je vais amener, mais le socialisme est peut-être l'expérience ultime, enfin, ou le précurseur de l'ingénierie sociale, dans la mesure où tu es vraiment devant une expérience, c'est-à-dire quelque chose qui allait un peu qui était un peu contre nature et qui allait contre ce qu'on a appelé les droits naturels, etc., là, en philosophie politique. Mais est-ce que l'ingénierie sociale, c'est de l'idéologie? Est-ce que l'idéologie, c'est de l'ingénierie sociale, ou l'ingénierie sociale, ça va beaucoup plus loin et que là, on parle vraiment d'un ensemble de techniques qui relèvent du renseignement? Par exemple, Lucien Cerise a évoqué le piratage parce que l'idéologie, finalement, on connaît déjà ça. Oui, C'est pas nouveau, là. c'est vrai. Alors, on peut distinguer d'abord l'aspect commercial. Depuis longtemps, la propagande, elle a été créée pour vendre, par exemple, le tabac aux femmes, avec les campagnes de Bernays dans les années 10, dans les années 20, pour faire en sorte que les femmes aussi puissent fumer des cigarettes. Ça, c'est très connu, c'est très étudié en marketing. On utilise la propagande ensuite pour des raisons politiques. Vous avez mentionné le socialisme, avec les variantes national-socialistes en Allemagne, les variantes du socialisme dans le fascisme en Italie, les variantes, alors ça va un peu plus loin en Union soviétique avec le bolchevisme, ce qui a donné l'Union soviétique et le communisme. Tout ça, c'est bien connu. Et puis on a la propagande politique que l'on voit avec les campagnes Mais c'est vrai que ça va plus loin. Ça va plus loin parce qu'on essaye de transformer la manière dont réfléchissent les gens de manière vraiment radicale aujourd'hui. On va utiliser des expériences qui ont été faites. Alors moi, je parle beaucoup dans mes livres des expériences qui ont été faites sur les souris, sur les rats, mais aussi sur des expériences comme l'expérience de Kaloun sur les rats, ou par exemple ceux de Nancy, où on a travaillé sur comment une population de souris va réagir face au stress, face au manque de ressources, des choses comme ça. Mais aussi sur des humains. On a l'expérience de H, l'expérience de la prison de Stanford. Il y en a plein, qui sont étudiés depuis maintenant des décennies par des gens par les pouvoirs, donc à la fois commerciaux, donc les entreprises de marketing, mais aussi les gouvernements, et puis surtout, de plus en plus, l'État profond, qui connaît les mécanismes de la psychologie humaine et et je reviens justement à l'émotion, qui va utiliser les émotions, la peur, mais aussi des fois l'égoïsme, la cupidité, pour nous transformer radicalement. Et une fois qu'on nous a transformés, une fois que l'école nous transforme dans le cursus scolaire dès la petite enfance, eh bien, on change une société complètement. On a vu comment alors on le sait aujourd'hui, comment la révolution sexuelle a été à l'origine initiée par la CIA aux États-Unis. Qu'on a vu comment l'introduction des drogues dans la société a également été facilitée par des programmes d'expérimentation sociale, et qui aujourd'hui, on voit le résultat, à quel point malheureusement les drogues récréatives, elles sont omniprésentes dans une société, et puis avec les conséquences, comme vous voyez, ici au Canada je le vois aussi, mais surtout aux États-Unis, avec l'utilisation de drogues maintenant qui ont été issues de la médecine, comme le fentanyl, etc., et qui font des ravages gigantesques. Et ça change la société, ça change le rapport à qui nous sommes, ça change le rapport aux autres, ça change le rapport. Et bon, on va parler un petit peu de tout ça. Moi, j'essaye évidemment de donner, au-delà de l'explication, de donner des solutions dans mes livres. J'essaie d'expliquer comment est-ce qu'on peut se sortir de cette manipulation, comment est-ce qu'on peut devenir plus fort qu'elle, et être capable de dire non quand c'est nécessaire, et être capable même de l'utiliser contre ceux qui essaient de nous manipuler. L'expérience du Covid a été fantastique, hein. On va en parler dimanche. On a beaucoup de leçons à apprendre de ce qui s'est passé, parce que je crois qu'ils ont raté leur expérience. Et on en parlera de le pourquoi ils ont raté, et en quoi ils ont peut-être même tout petit peu réussi, mais ça nous a donné l'opportunité d'apprendre et de nous réveiller, et donc je suis plutôt optimiste pour l'avenir, mais il va falloir travailler, et donc on est là pour ça.
Et pour ceux qui vont vouloir en apprendre davantage, comme vous l'avez mentionné, tous sont capables de se procurer des billets pour cette conférence auquel vous, Jérôme Blanchet-Gravel, et vous, Pierre San Giorgio et Lucien Cerise, que nous avons reçus précédemment dans ce podcast, vous allez être réunis sur scène en compagnie également de Sylvain Laforêt ainsi que Julie Lévesque, qui sera l'animatrice. Pour ceux qui veulent se procurer des billets de cette conférence qui aura lieu ce dimanche 15 septembre, vous pouvez vous les procurer sur la page Internet des Productions France-Québec au productionsfq.com. Alors, Pierre San Giorgio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt alors. En terminant, parce qu'on ne peut pas se passer de cette tradition qui est la nôtre, Jérôme Blanchet-Gravel, quel est ton grand enjeu de la semaine? Un article très amusant qui a fait beaucoup parler. En fait, j'en ai deux. Je vais déroger un petit peu notre tradition qui se limite à un grand enjeu. Première place sur le podium, attaqué par un grand-duc dans un sentier à Sherbrooke. Il est parti sur moi comme un avion. Donc, un article de l'agence QMI publié la veille du 23e anniversaire du 11 septembre. C'est fort pareil. Hein? Il est parti sur moi comme un avion, un grand-duc, donc une sorte de hibou qui aurait attaqué un autre plaisancier dans un sentier pédestre du Québec. Comprenez quand même, là, je le répète, le 10 septembre, une métaphore assez maladroite, là, aérienne, une métaphore aérienne assez maladroite. Deuxième place sur le podium, c'est un article publié sur le site de TVA Nouvelles, donc un article du groupe Québécois qui nous apprend que s'introduire du café dans le rectum, c'est vieux comme le monde, informe un docteur. Peut-être que c'était la première position. Enfin, chers auditeurs, à vous de décider quelle est la première, quel article mérite d'être en pôle position, mais quand même, donc, on a appris cette semaine que des influenceurs recommandaient de s'introduire du café dans le rectum et TVA s'est intéressé de près à ce nouveau phénomène social dont j'avais jamais eu connaissance, Francis, heureusement. Là. Et on a même appris par la suite, là, je poursuis que écoute, café anus est devenu une des tendances au Québec la semaine dernière sur Google. Donc, les gens googlaient grippe aviaire, inondation, Russie, Ukraine et café anus aux côtés de quelques autres thèmes plus secondaires. Quoique café anus, je pense que c'est plutôt secondaire, mais enfin. Donc, on s'est intéressé de près à ça, cher Francis, cette semaine dans les médias du groupe Québécois. Qu'est-ce qu'on ferait sans les médias de Québécois? Écoute, on se coucherait moins niaiseux, plus niaiseux, je pense. Si on regarde la tendance, on peut penser que ce type d'article fait partie d'une tendance plus générale. On peut penser à une série d'articles justement qui a été publiée en France là, cet été par le journal Libération qui faisait justement dans la même type d'article. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note 5 étoiles même sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Alors, bon week-end à toi, mon cher Jérôme. Bon week-end à tous nos auditeurs. Et à toi aussi. Merci. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.